Hello, hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça ne sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Ici, on parle voyage à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Les parents voyageurs partagent leurs itinéraires et racontent leurs activités avec les enfants, les spécialités locales à savourer, les galères à éviter et même leur budget. De quoi vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. Allez hop, nouvelle conversation. C'est le retour de Camille, notre maman pédiatre globe-trotteuse. Après Madagascar, la série sur les bobos de voyage et son galère en voyage au Japon, on part aux Marquises en Polynésie, où elle a passé 10 jours l'été dernier avec Pierre, son mari, et leurs 3 enfants, Basile, Félix et Zoé. Ils ont exploré 3 îles. Uapu, la plus sauvage, Nuku'iva, la plus grande, et Ivaoa, célèbre notamment pour avoir accueilli Gauguin et Brel. Entre randonnées, baignades, sites archéologiques et rencontres avec les habitants, ils ont encore vécu un voyage de dingue. Alors, si vous rêvez d'un voyage très très loin des sentiers battus, où vos enfants pourront découvrir des traditions ancestrales, s'émerveiller devant la beauté de la nature, fabriquer des objets marquisiens et même danser le haka, cet épisode est fait pour vous. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Camille aux Marquises. Hello Camille! Salut Stéphanie! Comment ça va? Eh bien ça va, comme une petite journée d'hiver. Comme un retour de garde. Oui, aussi. Comme on a l'habitude, c'est un moment qu'on apprécie particulièrement. C'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce moment-là. C'est ça, parce qu'il faut arriver à trouver des créneaux où on est dispo toutes les deux. En tout cas, merci d'avoir fait une toute petite sieste pour nous raconter un de tes nombreux voyages. Avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ils le font vraiment exprès parce que tu es une invitée permanente. Est-ce que tu peux nous représenter ta famille et les voyageurs que vous êtes? Oui, donc nous on est Camille et Pierre. On est donc 2 parents de 3 enfants qui sont maintenant un peu plus grands au fur et à mesure que les années passent. On a Basile qui va bientôt avoir 18 ans, on a Félix qui a 14 ans et Zoé 9 ans. Et on voyage depuis qu'ils sont tout petits. Et on a beaucoup intensifié ça ces 2 dernières années parce que j'ai pris une dispo de mon poste à l'hôpital spécialement pour pouvoir voyager sur les vacances scolaires avec un mari prof de PS. Je voulais profiter de cette opportunité-là. Donc on a profité de ça, mais ça y est, j'ai repris mon poste là depuis 1 mois et demi. Et donc je vais être obligée de ralentir le rythme. Ah là là, ça va être dur pour toi surtout. Ouais, c'est très dur pour la voyageuse passionnée que je suis. Ouais, mais vous allez quand même partir, peut-être un peu moins souvent, mais partir quand même. Mais oui, on va essayer. N'attendons pas plus longtemps, partons aux Marquises. Alors on sait que c'est en Polynésie les Marquises, mais est-ce que tu peux nous dire un peu mieux où ça se situe, en haut, en bas, comment ça se passe? C'est un des 5 archipels, en fait, de la Polynésie française. Et c'est le plus éloigné. C'est celui qui est à peu près à 1400 km de Tahiti. Donc, c'est quand même assez loin de l'archipel des îles de la Société. Et c'est plutôt vers le nord-est. Vous y êtes allé, donc l'été dernier. Et pourquoi tu as choisi cette destination? Alors, en fait, c'était inclus dans un grand voyage qu'on a fait pendant les 2 mois d'été, où on a voulu visiter la Polynésie française et Hawaï. Tant qu'à faire, on s'est dit qu'on voulait voir 2 versants de la culture polynésienne en fait, et donc quitte à aller aux Polynésies et à faire un voyage aussi grand et avec la chance de faire quelque chose de long, puisqu'on est parti en tous les 2 mois en fait, je me suis dit c'est pas possible d'aller dans cet endroit de la planète et de ne pas aller faire un petit tour aux Marquises parce que je savais très bien qu'il y avait aucune raison qu'on y retourne sur un autre moment a priori quoi. Donc je voulais pouvoir voir cet aspect-là de la Polynésie. 2 mois entre la Polynésie et Hawaï. Ouais, il y a plus dur comme vacances. Ouais, non, c'était juste extra. Comment tu as organisé ce voyage? Toute seule, comme je le fais souvent. Voilà, c'est-à-dire que je m'y prends très très longtemps à l'avance. Par contre, je prospecte plus d'1 an à l'avance pour vraiment essayer de dégoter les meilleurs plans. Parce que par contre, comme pour toute la Polynésie, mais particulièrement les Marquises, c'est très cher. Il y a très peu d'offres de logements sur place en fait. Alors il y a peu de touristes aussi, mais c'est vrai que fatalement les prix augmentent. Donc j'ai farfouillé pour mes logements sur des bookings, des Airbnb. Voilà, je me suis débrouillée comme ça. J'achète les guides, les Lonely ou Routard. Bon, la Routard, je crois pas qu'il existe sur les Marquises, j'avais le Lonely. Et puis, je farfouille, je vais dans les blogs des uns et des autres, et puis je finis par construire mon itinéraire comme ça, en fait. Justement, les Marquises, c'est quand même pas la destination où tout le monde va. T'as trouvé facilement les infos que tu voulais?
Assez, ouais. Alors, il y a 2-3 blogs un peu phares, tu vois, de gens qui vivent là-bas ou qui ont vécu là-bas et qui ont fait des petites pages, notamment un blog qui s'appelle Les Deux Pieds Dehors, où ils ont vécu en Polynésie et maintenant je crois qu'ils sont aux Antilles. Et j'ai échangé avec lui aussi pour pouvoir avoir 2-3 infos concrètes, tu vois, sur la location de voiture, le type de voiture à louer, 4x4 ou voiture classique, etc. N'attendons pas plus longtemps, partons aux Marquises. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire où vous êtes allés, nous faire un petit descriptif de l'itinéraire, mais sans trop rentrer dans les détails? On a choisi 3 îles parce qu'en fait, on avait une dizaine de jours sur place, ce qui est assez court pour un archipel pareil. Donc, il a fallu faire des choix. Donc, on a choisi Wappo, ensuite Nuku'iva et Ivaoa. Donc, on a fait 4 jours Wappo, 4 jours Nuku'iva et 2 jours Ivaoa. Et pourquoi tu as choisi celle-ci en particulier? Alors Wappo, ça s'est fait un peu par hasard parce que en fait dans le voyage en Polynésie, on a fait une croisière catamaran en fait à un moment donné. Il se trouve que bon, il y a eu des petits rebondissements, mais la première personne que j'avais contactée pour faire cette croisière, j'avais un peu parlé avec elle des Marquises et elle m'avait dit il faut absolument aller à Wappo. J'avais dit ah bon, elle m'a dit oui, là-bas il y a un mana très particulier, il y a peu de gens qui y vont, c'est la plus sauvage, c'est la plus accrochée je dirais à la culture marquisienne. Il me dit il faut vraiment aller et il m'avait plutôt découragée d'aller faire Ivaoa qui pourtant est la plus connue des Marquises. Donc du coup, j'ai construit mon voyage en commençant par Wappo et en y mettant 4 jours, en me disant bon bah allez, on va la faire à fond celle-ci. Donc c'est comme ça. Nuku'iva me semblait évidente parce que c'est la plus grande et je pense qu'il y avait beaucoup de choses sympas à y faire. Et puis Ivaoa, même si je l'avais un peu mise de côté, elle faisait partie du stop obligatoire pour le pass Tahiti, en fait, pour le pass des îles Marquises. Donc je me suis dit bah oui, on va aller la voir et on n'a pas regretté en fait. Et t'aurais voulu rester plus longtemps au final? Si j'avais eu une 3e nuit à Ivaoa, je pense que ça aurait été pas mal. Eh ben, on rembobine et on se dirige vers la première de vos îles. Raconte-moi quand vous arrivez, c'est quoi les paysages, les sensations, l'atmosphère Eh ben, c'est assez épique. Ah, bah, ça commence bien. Parce que, ouais, en fait, bah, déjà, arriver aux Marquises, c'est une épopée, quoi. Tu prends des petits coucous. Alors d'abord, tu prends un avion classique, enfin un petit avion qui va de Tahiti jusqu'à Nuku'iva, qui est l'aéroport principal, et de là, tu réembarques avec des petits coucous 20 places, où en fait, ouais, le pilote fait tout, hôtesse de l'air, accueil sur le tarmac, etc. Et on savait que l'aérodrome de Wappo était particulier. C'est une des pistes les plus délicates à décoller et à atterrir au monde. C'est un bout de piste en fait en pente face à la montagne. Donc quand tu atterris, tu montes sur la pente face à la montagne et quand tu décolles, tu la descends comme un toboggan. Et donc on avait une petite appréhension, j'arrivais pas à trop communiquer à propos de ça auprès des garçons, tu vois. Et puis bah ils l'ont découvert un petit peu, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une petite appréhension, on va dire, quand on a pris l'avion. Le pilote c'est un local, il y a quasiment que les locaux qui savent vraiment gérer cette piste-là. Très drôle, on s'est vachement bien marré avec lui sur le tarmac. Il nous a dit sachez que si vous avez peur, moi aussi. Donc, Ah bah sympa. C'était mignon, non, c'était super chouette. Donc, une arrivée épique où tu survoles, parce qu'en fait, avant d'arriver à Wappo, tu fais un premier stop sur une autre île qui s'appelle Wauka, voilà. Et en fait, là, c'est très sauvage. Enfin, c'est-à-dire que c'est plus du tout les paysages de la Polynésie. Et là, j'insiste pour dire que vraiment, n'allez pas aux Marquises en pensant y trouver des paysages polynésiens tels que vous les avez en tête. C'est-à-dire que c'est pas les atolls, tu vois, c'est pas les Tuamotu, c'est même pas l'archipel de la Société, c'est encore très différent. Il n'y a pas de lagon, donc il faut pas s'attendre à des paysages féeriques comme tu peux les avoir en tête pour la Polynésie. Donc c'est important. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui vont aux Marquises en imaginant y trouver des paysages polynésiens tels qu'on les a en tête. C'est pas ça en fait. Donc c'est bien de le faire quand tu as déjà un peu, je pense, expérimenté la Polynésie dans ces paysages de sable, de corail, tu vois, et de lagons. C'est assez rare qu'on aille aux Marquises directement, de toute façon. Oui, normalement, je pense qu'il y a peu de gens qui font ça, mais en tout cas, voilà, faut avoir en tête que c'est pas du tout un relief. C'est très sec déjà, en fait, quand t'arrives, c'est les premiers temps. Là où les aéroports sont posés, en fait, sur les îles, sont des côtes au vent, et en général, c'est sec, c'est doré. Tu vois, c'est de la lande un peu dorée, c'est l'océan brut, c'est des îles volcaniques, et donc, ouais, les premières impressions, les premières sensations, elles sont comme ça, elles sont très sauvages. J'étais étonnée de voir ce paysage-là qui ferait presque méditerranéen, alors que tu t'attends, ouais, quelque chose. Alors, je savais moi qu'on n'était pas du tout sur du paysage polynésien. Enfin, j'appelle ça polynésien parce qu'évidemment que c'est à 200% polynésien. Mais je veux dire, voilà, je savais qu'on n'allait pas être dans Vaiana quand tu arrives aux Marquises. Mais là, c'est vrai que cette sensation de paysage méditerranéen à l'arrivée est un peu surprenante. Et c'est très déchiqueté, tu vois, au départ. Et ça, les enfants le savaient ou ils l'ont découvert? Ouais, je pense qu'ils n'avaient pas d'attente particulière, tu vois. Ils suivaient, ils s'en fichaient un peu, ouais. Enfin, tu vois, ils voulaient voir ce qu'il y avait à y faire, mais ils n'étaient pas dans une attente d'un décor, je pense, particulier. Et puis on avait déjà fait des décors tellement de fous que, bah voilà, tu prends les choses comme elles arrivent sans avoir d'attente particulière. C'est juste que comme le contraste, il est quand même un peu saisissant, que tu es toujours en Polynésie et que c'est pas dans ton imaginaire, tu peux avoir un: «Tiens, c'est bizarre».
Oui, je pense que les gens pas préparés pourraient peut-être avoir un petit sentiment de déception, tu vois. Enfin, au tout départ. Alors vraiment, c'est sur la zone aéroportuaire, parce qu'en fait, dès qu'on se met à sillonner l'île en voiture, on va avoir affaire à d'autres choses. Mais comme les aéroports sont dans des endroits un peu stratégiques, je pense vis-à-vis des vents, si tu veux, c'est vrai que c'est des côtes sèches, et donc c'est assez surprenant. Et puis quand on survole Wapo et qu'on arrive à Wapo, on est tout de suite confronté à un paysage très singulier qui est là-bas, qu'on appelle les pics de Wapo, les pics guerriers. En fait, c'est une île, si tu veux, alors c'est pas facile à expliquer, mais il y a des pics monolithiques en fait qui cernent le centre de l'île, un peu comme un espèce château fort. C'est super joli. Ça, c'est très vert pour le coup. Il y a des petits nuages accrochés au bout. Enfin, c'est assez féerique. Tu vois, c'est un petit effet château dans le ciel. Enfin, il y a quelque chose d'assez étonnant quand tu arrives là-dessus. Et là, en fait, derrière le hublot, tu te dis, ah ouais, d'accord. Là, j'arrive aux Marquises. Et là, tu sens d'emblée que tu arrives dans quelque chose qui va être tribal, farouche, brut. Et tu dis, on change d'univers. Ah bah, c'est bon, tu nous as embarqués. On te suit alors, qu'est-ce que vous avez fait en arrivant? On a été accueillis par la personne qui nous hébergeait dans sa pension. Il nous a amenés donc dans la pension, dans le village principal, à Kaetao. Donc c'est le plus grand village de l'île. En fait, c'est une grande baie. Tu vois, le sable est pas blanc, aux Marquises, c'est un sable plutôt brun. Et puis, on s'est installé là tranquillement pour commencer. On s'est posé. Il y avait une petite piscine, ce qui était super sympa, avec une vue sur la baie. Donc c'était très chouette. Et donc le premier jour, on a déambulé dans le village pour comprendre un peu le village. Il y a un centre artisanal super bien fait à Wapo. D'ailleurs, c'est là qu'on a vu le plus bel artisanat de toutes les Marquises et le moins cher. C'était carrément abordable à Wapo, ça l'était beaucoup moins à Nukuiva et à Ivawa. Donc voilà, donc ils sont très forts en sculpture sur bois, en sculpture sur graines. Dans la société, c'est plutôt les colliers de fleurs. Quand c'est au Tuamotu, c'est les colliers de coquillages. Mopiti, colliers de coquillages. Et ici, au Marquis, c'est colliers de graines. Ils ont des graines de tamanu qui sont un arbre avec des énormes grosses graines et ce qu'ils sculptent. Donc, ils vendent plein de choses comme ça. Ils vendent des poignards avec des rostres d'espadons, beaucoup de choses en dents de cochon. Tu vois, c'est tribal, quoi. C'est vraiment brut comme art, très joli et avec des prix vraiment abordables par rapport à ce qu'on a vu ailleurs. On a un peu regretté, tu vois, parce qu'on a acheté 2-3 trucs, mais il y avait d'autres choses qui nous faisaient envie, puis on se disait on verra après. Et en fait, on n'a pas retrouvé ni aussi beau ni aussi avantageux en tarif que ce qu'on a vu à Wapo. Ça, c'est toujours, le risque quand tu te dis, «Je ferai mes souvenirs, à la fin» et tu te fais souvent avoir en fait, pour plusieurs raisons, pas forcément pour les prix, mais, tu retrouves pas ce que tu avais déjà vu, quoi. Exact. Ouais, ça, c'est un truc que moi, je suis plus du genre à acheter tout de suite, mais c'est vrai que bon, là, tu vois, on venait d'arriver, c'était le premier jour, on a dit on attend un peu. Et c'est chouette parce que donc c'est tenu par des femmes, ce centre artisanal, des femmes de l'île, et puis tu les vois en fait. Alors elles vendent, si tu veux, les œuvres des artistes de l'île, mais il y a aussi des femmes qui font sur place du tissage de feuilles de palme, des choses comme ça. Donc tu peux papoter avec elles, c'est assez rigolo. Et elles sont drôles parce que tous les gens qu'on a croisés aux Marquises sont émerveillés à l'idée qu'on arrive de métropole et de France, quoi. Et toi, tu leur dis, mais moi, je suis émerveillée à l'idée d'arriver aux Marquises, et eux comprennent pas, quoi. Enfin, si, ils sont chez eux, ils adorent chez eux, mais pour eux, c'est plus exotique d'arriver de France, quoi. Donc là, le premier après-midi, c'était tranquille, on s'est reposé, on n'a pas fait grand-chose. Et puis après, le lendemain, par contre, on a fait une vraie découverte à la fois de la géologie de l'île et de la culture de l'île avec la personne qui nous hébergeait. On a fait toute une grande matinée en fait en 4x4 pour aller découvrir les reliefs. On a eu un cours il nous a fait un vrai cours dehors de géologie sur les éruptions volcaniques, la création, le point chaud marquésien en fait et la création de Wapu et comment ces pics monolithiques se sont créés. C'était super intéressant. Et ça, c'était prévu? Oui, enfin, je sais plus comment il appelait ça, c'était sa petite sortie excursion, découverte de Wapo, et donc ouais, il fait ça. Mais c'était pas mal de bien comprendre en fait les enjeux de la création et de comment ces îles sont sorties de mer, si tu veux, et de comprendre le relief en fait, et puis toutes les conséquences climatiques qu'il y a, c'est-à-dire effectivement une côte sèche, une côte au vent et une côte sous le vent qui est une côte humide. Enfin, et du coup, tu comprends vraiment mieux la configuration de l'île et comment ça s'est mis en place. Et puis ensuite, on est allé découvrir une des grandes spécialités de Wapo, qui est ce qu'on appelle la pierre fleurie. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça aux Marquises. Non. Alors, il y a un bouquin à lire. Alors, c'est pas de la grande littérature, mais Michel Bussy a fait un policier qui a lu aux Marquises, qui s'appelle Au soleil redouté, et que j'avais lu l'année d'avant. Et donc, c'était assez drôle parce que, il y a des références quand même pas mal dans ce bouquin sur la culture marquisienne, et ça me l'a rappelé tout le temps. Et donc, il parle de la pierre fleurie, des galets fleuris régulièrement. Alors, les galets fleuris, c'est une pierre, en fait, que tu vas trouver sur certaines plages de galets, qui est difficile à trouver, qu'il faut bien farfouiller. En fait, elle a comme propriété quand elle est humide ou quand elle est polie, elle va révéler un petit motif à l'intérieur qui fait comme des toutes petites fleurs. C'est assez rigolo. Donc, on est allé sur cette plage. Donc, la vallée entière, ça s'appelle la vallée de Hohoi. Dedans, tu as une plage de galets, la plage de Hohoi.
hyper brute. C'est une grosse plage avec du galet, ça roule dans tous les sens, les vagues sont très fortes. T'as du relief orange, enfin la terre est orange autour, t'as les palmiers, enfin et l'eau est turquoise quand même, mais sur un fond de galets noirs, tu vois. Donc c'est vraiment un paysage très très joli là. Et donc on a cherché la pierre fleurie, donc c'est rigolo, pendant une demi-heure, une heure, on a farfouillé dans les galets, on en a trouvé une. Donc c'est vraiment pas facile. Et tu la trouves que si elle est mouillée, donc tu peux pas aller la trouver en zone sèche, il faut aller là où la mer se jette, donc tu marches pieds nus là-dedans et tu cherches, c'était rigolo. Donc voilà, et puis on est allé à la rencontre d'un sculpteur, Jean, il s'appelle. Il y en a pas beaucoup sur l'île, et donc lui, il sculpte la pierre fleurie et il crée, tu vois, des tikis, des tortues, c'est typique des Marquises, mais particulièrement de Wapo. Donc ça, c'était sympa à voir. Et puis on a fini cette matinée avec un site archéologique qu'on a adoré, qui s'appelle Maouia plutôt. Et donc Maouia, c'est un site archéologique génial. Enfin, d'abord, partout aux Marquises, les sites archéologiques, t'es toujours tout seul dessus. Donc c'est quand même juste fantastique. Et tu as le temps de profiter des lieux, de contempler, etc. Et là, il nous a fait un bon cours aussi d'histoire, en fait, sur les tribus marquisiennes, ce que c'était que le peuple marquisien, le Haka. Le Haka est né aux Marquises, en fait. Il n'est pas né en Nouvelle-Zélande, hein, il est vraiment né au cœur des Marquises. Et après, il s'est exporté dans le Pacifique. On a parlé des tikis, on a parlé des traditions, de l'habitat, des pae-pae. C'est des espèces de plateformes en galets sur lesquelles les gens vivaient. Puis t'as des pae-pae de vie, des lieux de vie. T'as des pae-pae plus pour les cérémonies, pour les prêtres. Enfin, t'as différentes sortes de pae-pae. Et il nous a expliqué exactement comment tu dois reconnaître, comment les archéologues reconnaissent un pae-pae en fonction de ce que tu y vois, etc. C'est super intéressant. C'est super joli, et surtout, il est joli parce qu'il a été restauré il y a un festival en fait qui a lieu aux Marquises, le Festival des Arts Marquisiens, qui a lieu de temps en temps en Polynésie, et ça tourne d'île en île en fait entre Nukuiva, Ivaoa et Wapo. Et en fait, Wapo, c'est vraiment l'île, si tu veux, de cœur où a rené cette culture marquisienne, parce que aux Marquises, c'est vraiment une colonisation européenne comme partout en Polynésie, sauf qu'aux Marquises, ils ont été vraiment très très imprégnés de la culture catholique, et la culture marquisienne était devenue tabou. C'était interdit de parler tatouage, c'était interdit de parler danse, c'était interdit de parler religion animiste ou de la nature, etc. Et donc, les générations qui sont des gens qui ont maintenant, tu vois, dans les 80 ans, pour eux, ça reste quelque chose de choquant de parler de cette culture marquisienne. Et en fait, c'est les jeunes marquisiens dans les années 70 qui ont commencé à remettre ça au goût du jour, qui ont voulu revendiquer cette origine, cette culture. Et donc, les tatouages sont réapparus progressivement. Il y a toute une association qui est née là-bas. Et donc, c'est dans les années 70 que ça a commencé. Et puis, vraiment, dans les années 90, il y a eu un deuxième virage. Et l'année 2015, ça a été un festival à Wapo. Et ils ont restauré le site archéologique à cette occasion, et du coup, il est superbe. Et tu sens vraiment que Wapo, c'est vraiment le cœur du cœur au sein des Marquises, de cette culture très très forte qui est revendiquée aujourd'hui. Donc en fait, les jeunes qui ont des tatouages, les jeunes marquisiens que tu vois aujourd'hui avec du tatouage, c'est jeune en fait, c'est 2015, la génération qui a osé revendiquer son tatouage marquisien. Avant, ça se faisait pas du tout. Donc voilà, une première matinée très culturelle, mais dans un décor de fou, enfin un décor très brut, voilà, comme je te disais, très farouche. Et on a beaucoup aimé ce site-là. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait ce qu'ils appellent le mana, là, tu vois, c'est-à-dire cet esprit que tu ressens, mais là, tu le ressens très fort, en fait. Essentiellement aussi parce que tu es tout seul. Et donc, c'est très particulier, quoi. Est-ce que ce site archéologique, on peut le rapprocher de ce qu'eux appellent le Marae, qui est leur site local, ou pas du tout? Non, c'est assez différent, je trouve. Alors oui, ça, c'est dans l'esprit, si tu veux, parce que c'était des zones de vie pré-européennes, tu vois, pré-colonisation européenne. Donc c'est pas très vieux, hein, c'est 16e, 17e siècle comme date. Mais là, c'était vraiment organisé avec plein d'espaces différents, espaces de vie pour les villageois, les artisans, les artistes, les tatoueurs d'un côté, les prêtres de l'autre, les zones de sacrifice. Le peuple marquisien était vraiment un peuple particulièrement sanguinaire, donc le sacrifice humain, il faisait, il pratiquait vraiment. Et du coup, le tiki, qui est un objet protecteur, cette sculpture qu'ils mettaient à l'entrée des maisons, eux l'avaient à la proue des bateaux. C'était un peuple conquérant, et donc pour le reste de la Polynésie, le tiki est symbole de malheur. Parce qu'en fait, ça voulait dire les Marquisiens arrivent, on va se faire trucider. Alors que ce tiki, qui a une fonction protectrice sur les Marquises, dans d'autres cultures de la Polynésie et du Pacifique, pouvait être perçu comme quelque chose de la marque de l'envahisseur, tu vois, un peu façon viking, quoi. Ah ouais, c'est marrant, j'ai pas du tout eu cette information enfin dans les îles de la Société, ou alors on a loupé ça, je sais pas. Ça renforce le côté brut et sauvage de l'île, en fait. Oui, ils font pas les choses à moitié. Non, ils t'expliquent qu'ils scalpaient les prisonniers, quoi, et ils portaient les scalps sur les épaules comme des petits trophées, là, tu vois. Donc, deuxième grand moment de Wapo, c'était une rando qu'on a fait toujours avec ce guide, en fait, qu'on appelle la rando de Pumaka. Pumaka, c'est le nom d'un des pics monolithiques, en fait. Et l'idée, c'était aller toucher la base de Pumaka.
Alors, c'est compliqué les randos aux Marquises, faut le savoir, c'est pas évident de les faire tout seul. Alors, dans les blogs, il y a des gens qui se lancent tout seuls. Nous, on nous avait bien déconseillé parce qu'on nous explique que tu progresses que sur des terres privées, en fait, partout. Et que c'est pas toujours bien vu. Même si t'es touriste, les gens là-bas, c'est quand même encore très, très authentique comme fonctionnement. Et les gens pensent que si t'es sur leur terre, c'est forcément pour venir prendre des choses de leur terre. De la coco, des bananes, enfin, tu vois, ils imaginent pas que tu puisses être de passage sur un terrain pour un objectif qui est juste de la balade, puisque la rando-balade n'existe pas dans l'esprit d'un marquisien. Si tu randonnes aux Marquises, quand tu es marquisien, c'est parce que tu vas chercher de la culture, tu vas en cueillette, tu vas te déplacer d'un point A à un point B, mais dans leur tête, c'est pas un loisir. Donc en fait, il y a quand même toujours ancré chez eux cette appréhension de se dire, il y a un étranger qui circule sur mes terres et ça peut être assez mal vu. Donc le fait d'être guidé, ça nous permettait en fait d'avoir une espèce d'assentiment tacite qui faisait que les gens savaient qu'on était avec lui et que ça allait pas poser problème, quoi. Et puis en plus, c'était une rando pas facile, assez technique. Il avait, si tu veux, comme c'est des pics, c'est 1000 mètres d'altitude à peu près, hein, les pics. Bah du coup, il y a des petits nuages, un peu de brume, c'est humide. La végétation était assez trempée, ça glissait pas mal. Tu évolues sur des crêtes de fougères. Faut t'accrocher aux fougères. On a régulièrement fini à 4 pattes pour arriver à grimper sur la pente. Enfin, tu vois, c'était pas facile du tout. Donc, c'était carrément une évidence qu'il fallait être guidé pour cette rando-là. Et vous étiez équipé un minimum? Bah, chaussures de rando, ça, on avait toujours bien, sac à dos, de l'eau, etc. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas les crampons, par exemple. Et on s'est dit après coup que des petits crampons auraient pu être intéressants dans cette terre qui était très grasse. Ceci dit, t'as un point de vue de fou à la fin. Là, t'arrives en haut des fougères, t'as vu sur tous les pics autour de toi et sur la baie et tout, c'est super beau. Mais ouais, un beau challenge familial parce que c'était physique, c'était un peu stressant. Et puis la redescente était un peu chaude aussi. Là, il y a des endroits où t'as des cordes et tout. Il a encore des zoés pour certains passages. Enfin, tu vois, c'était un beau challenge. Et Zoé, elle s'en est sortie comment? Bah, écoute, je trouve pas mal. Elle suit, elle est encouragée et puis ça s'est fait. Eh ben, on continue. Ouais, alors toujours en redescendant de cette rando, la rando de Tumaca, on est arrivé dans un village qui était le point de départ qui s'appelle Akaetao. Et là, on est allé à une cascade qui s'appelle la cascade de Vaea. Et là, c'était excellent parce qu'en fait, quand on est arrivé, il y avait toute une bande de jeunes du village qui se baignaient, tout habillés. Hein, ils se baignent en short, t-shirt. Voilà, le maillot de bain n'existe pas non plus aux Marquises. Et c'était sympa parce que bon, d'abord, c'était un gros moment de fête pour eux, ça se voyait. Et ils tressaient des couronnes de fougères. Et donc, c'était sympa parce qu'on voyait les filles se faire les couronnes. Les gars aussi, ils ont des techniques. T'as la couronne pour filles, la couronne pour garçons, c'est pas le même tissage et tout. Et donc, on est allé les voir, commencer à discuter avec eux. Les Marquisiens, ils me font un peu penser aux Kanaks. C'est-à-dire que tu vois des gens un petit peu, on va dire un peu fermés de prime abord, un peu farouches toujours, tu vois, cette espèce d'aspect un peu sauvage, mais hyper gentil dès que tu leur adresses la parole. C'est juste qu'eux viendront pas spontanément spécialement te parler. Et donc, le fait qu'on y est allé et qu'on a demandé, je dis, qu'est-ce que vous faites? Elle m'a expliqué les fougères. Je dis, tu peux m'expliquer, tout ça. Et donc, on a commencé à faire des fougères pour les filles et tout. C'était rigolo. Donc, c'était un bon moment, ça. Un bon moment de rencontre avec ces jeunes-là. Et puis, du coup, tu parles de la vie des jeunes, de qu'est-ce que c'est leur vie là. Ils étaient là pendant leurs vacances. Ils repartent tous au lycée après sur Tahiti. Enfin, il y a un gros enjeu en fait pour les jeunes marquisiens parce qu'en fait les vacances c'est vraiment leur moment de retrouvailles avec la famille, avec leur terre, leur culture, leur île. Mais tu sens aussi qu'on était on était vers le 5-6 août et là l'école reprend vers le 15 août là-bas. Et donc tu sentais qu'il y avait cet enjeu des derniers jours de vacances, une petite nostalgie ambiante par rapport à ça. Ah bah oui, normal. Et c'est sûr que quand tes vacances tu les passes aux Marquises et que ton année tu l'as fait à Tahiti, ouais, c'est pas tout à fait la même chose que quand tu es en métropole entre Paris et la Côte d'Azur. Oui, c'est ça. Et après, les jeunes marquisiens, ils ont très envie d'aller à Tahiti, tu vois, parce que pour eux, c'est déjà l'aventure, en fait, de partir à Tahiti. Mais tu sens que dans les familles, on a échangé avec plusieurs familles, bah, c'est le fils qui part, la fille qui part à Tahiti à l'entrée en seconde. Ils ont le collège, hein, en fait, sur les marquises. Ben là, tu sens que c'est un grand pas pour eux, quoi. Partir au lycée, c'est forcément l'internat. Certains reviendront pas pendant les petites vacances par faute de moyens. Donc, ouais, non, on a bien palpé cet aspect de la culture actuelle aussi, qui était chouette. On a fait 4 jours et on a alterné, tu vois, comme ça, des randos, de la circulation en voiture pour aller voir des villages qui sont des villages du bout du monde partout où tu vas. C'est les coqs qui se baladent partout, les chèvres, les cochons. Voilà, en Polynésie, il y en a partout. Voilà, donc c'est vraiment ultra calme. Sauf le matin avec les coqs. Voilà, c'est plus que paisible. Enfin, tu ne croises personne ou si peu. C'est des postes du bout du monde. Bon, voilà. C'est vraiment cette ambiance. Déjà, quand t'es en Polynésie, tu sens ça, hein, mais quand t'es aux Marquises, c'est quand même encore une autre dimension. Donc c'était assez chouette. Eh ben, on passe sur une autre île alors. Ouais, donc on embarque pour Nukuiva. Alors Nukuiva, c'est la plus grande. Elle est tout au nord, en fait, Nukuiva. Après, quand je te dis la plus grande, Nukuiva, c'est 3000 habitants et Wapo, c'est 2000 habitants.
Alors Nukuiva, c'est très dépaysant aussi parce qu'en fait, t'arrives par l'aéroport est au nord de l'île et tu dois traverser toute l'île en voiture pour arriver au sud dans le village principal qui s'appelle Taiohae. Et donc, pour traverser l'île, tu passes par un haut plateau en fait qui s'appelle le plateau de Tovii. Et Tovii, c'est étonnant parce qu'en fait, c'est un plateau, c'est alpin, c'est suisse comme décor. Ah oui, très étonnant. Ouais, en fait là, alors c'est de la fougère quand même, mais c'est vert fluo partout, c'est des conifères, c'est des routes sinueuses comme si tu étais en pleine montagne suisse, avec des canyons là qui nous ont fait penser à Hawaï qu'on a découvert après. En fait, il y a des endroits qui étaient très hawaïens en fait comme type de décor. Il fait frais, c'est-à-dire que quand t'es là-haut, bah t'es à 800 mètres, je crois à peu près sur le plateau, bah t'as une petite fraîcheur avec la brise, quoi. Et donc, bah là aussi, gros étonnement, tu vois, t'imagines pas arriver aux Marquises et avoir ce genre de paysage-là. Et c'est aussi l'île des chevaux, Nukuiva. C'est-à-dire que partout où tu sillonnes dans Nukuiva, il y a du cheval en liberté. Enfin, moi, j'ai adoré ça à Nukuiva. Et donc, sur le plateau de Tovi, t'en as plusieurs comme ça, qui se baladent, qui traversent la route, qui sont dans les pâtures autour, mais qui sont pas des pâtures fermées, en fait, hein. Ils sont dans les forêts de conifères. Tu les vois surgir de derrière les sapins. Ça, c'est vraiment étonnant et vraiment rigolo. Et puis après, tu arrives sur la baie sud, donc la baie de Taiohae, et là, changement de décor complet, tu arrives sur le versant humide, et donc là, c'est de la jungle. Enfin, c'est vraiment hyper tropical, jungle, une grande baie calme, avec très grande une très grande plage, de sable qui fait 3,5 km. Donc c'est une très très grande baie. Sable brun aussi. Et là, tu sens que c'est le petit centre administratif principal des Marquises, avec la poste, un petit hôpital, les écoles, tu vois, où tu as l'impression que tout s'est arrêté au début du XXe siècle. Mais tout continue de tourner quand même à l'intérieur. Et donc ça, c'est mignon. Tu as vraiment une sensation, quand tu arrives là, de sérénité. Et tu te dis, ah ouais, là, on est à nouveau au bout du monde, mais c'est la tranquillité absolue. Tu sens que la vie est cool et paisible à cet endroit-là, quoi. Donc là, on a pris possession de notre location. Et là, j'avais trouvé un méga bon plan. Mais il n'existe plus parce que les bons plans durent pas longtemps aux Marquises. En fait, comme je me prospectais super longtemps à l'avance, je suis tombée sur une fille qui venait d'ouvrir sa loc sur Booking. Et je pense qu'elle avait mis des prix très intéressants pour démarrer. J'ai eu 4 nuits à 78 € la nuit pour 5 dans une maison entière aux Marquises, si tu veux, et qui était super bien équipée. Et j'ai eu la curiosité de regarder pendant qu'on était en séjour, ça avait multiplié par 3. Donc c'est en ça que ça peut être intéressant de s'y prendre bien longtemps à l'avance parce que voilà, tu peux choper des bons plans de démarrage. Des belles pépites, ouais. Ouais, voilà. Mais elles sont rares quand même. Et ben au moins c'était fait pour vous. Donc comment c'était? Bah c'était une sorte de un peu, tu vois, c'est rigolo. C'était une maison, en fait, donc elle s'appelait Eraiti, la fille qui a fait ça. C'est une toute jeune. Elle faisait ça avec sa maman, Marie-Astrid, et toutes les deux, elles sont originaires de là-bas. Et puis c'était une petite maison, donc c'était une maison de famille qu'elles avaient réhabilitée, qu'elles avaient équipée exactement comme une maison de location, mais qui avait pour vocation, je pense, d'être louée un peu comme dans une auberge de jeunesse, avec 3 chambres. Et leur idée, c'était peut-être de pouvoir héberger soit une famille qui va utiliser les 3 chambres, soit une famille qui va utiliser 2 chambres, puis une autre chambre sera pour un autre couple, tu vois, en fait, de mixer les gens à l'intérieur. Bon, il se trouve que nous, on avait de la chance, entre guillemets, dans le sens où on l'a eu pour nous toute seule. Il y avait personne qui avait réservé en même temps que nous. Donc, on a eu, nous, une vraie maison avec une cuisine, de quoi se faire à manger, des pamplemousses, ma pauvre. Ils ont des pamplemousses de fou aux Marquises. Des pamplemousses qui font la taille de ballons de handball et qui sont, mais dès que tu fais un repas avec un pamplemousse, en fait, là-bas. Et donc, elles avaient des pamplemousses dans le jardin, elles nous en cueillaient, elles nous les mettaient dans la corbeille à fruits. Cette sensation que tu arrives là et que tu dis, oh, on va être bien. Donc voilà, donc on a profité de la maison, on a fait une grosse sieste parce que quand même on était dans un voyage assez enlevé, on s'est reposé et puis en fin de journée on est allé découvrir le village, on est allé monter sur un espèce de promontoire dans le village où il y a un tiki géant qui est une sculpture contemporaine qui date de 2016 ou 2017 qui plaît pas à tout le monde, il y a des gens à qui ça plaît pas trop l'aspect nouvelle sculpture, tu vois. Bon, nous on a trouvé ça sympa, c'est un énorme tiki, tu fais des photos rigolotes au pied de cette sculpture là. T'as une belle vue sur la baie aussi, c'est sympa. Et puis, comme ça avait lieu à l'heure du coucher de soleil, les lumières étaient jolies. On a découvert le petit centre artisanal aussi, qui est au bord de la mer, où là, du coup, on a trouvé ça beaucoup plus cher qu'à Wapo. Joli aussi, mais on a trouvé des choses plus sympas et à notre sens plus originales, moins vues sur Wapo. Donc voilà, ne pensez à faire vos courses d'artisanat sur Wapo plutôt. Et puis après, on est allé faire une petite rando de fin de journée, tu vois, pour se dégourdir les jambes, sur une rando qui s'appelle la Sentinelle, qui est un petit sentier côtier, pas très long, je crois que ça faisait peut-être 2 ou 3 kilomètres aller-retour. Enfin, c'était sympa, avec une belle vue sur la baie finale. Voilà, ça c'était histoire de prendre nos marques sur la baie de Taiohae. Et puis après, on s'est retrouvés un dimanche. En fait, on était arrivé un samedi, donc on s'est retrouvés le dimanche et on a vécu vraiment un dimanche à Nukuiva. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est génial. Enfin, c'était vraiment la vie d'un dimanche aux Marquises. Une langueur, si tu veux, qui s'étire du matin au soir sur cette île. Et je crois qu'on l'a vécu, ça s'est fait comme ça, mais c'était super chouette parce que d'abord, on s'est fait réveiller par les pentecôtistes.
Alors, comme en Polynésie, souvent, tu as des courants religieux, tu vois, et donc là, c'est le courant des pentecôtistes. Et donc, ils avaient leur maison à côté de la nôtre. Et donc, en fait, messe du dimanche matin dès 7h30. Et donc, tu es réveillé par la guitare et les chants. Et franchement, c'était magnifique. T'avais les coqs d'un côté, t'avais les chants de l'autre côté. Et en fait, je me suis sortie en pyjama pour aller écouter tellement j'ai adoré. Et donc, je me suis plantée là derrière la barrière à les écouter. Ils étaient dans leur une espèce de petit hangar couvert. Là, ils étaient une vingtaine, je pense, et ils faisaient leur messe, quoi. Et donc, t'entendais les chants, la guitare était super belle. Et tout ça au pied du massif montagneux des Marquises qui est derrière, immense. Et là, tu dis, wow, là, c'est quand même excellent. On est dimanche matin, il est 8h, et je me fais bercer par des musiques, des chants religieux, mais c'était très joli, quoi. Enfin, tu vois, ambiance guitare et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, il va falloir qu'on aille à Notre-Dame des Marquises, qui est l'église principale des îles, où j'avais entendu dire qu'il y avait quand même des super beaux chants de messe à l'heure de la messe, et que la messe est très longue aux Marquises. Ça dure pas 1 heure, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc je savais qu'on avait l'opportunité d'aller à la messe en loupant le début. C'était pas très grave, tu vois, parce que je savais qu'on aurait le temps. Donc on s'est levé tranquille, on a laissé les enfants dormir parce qu'ils avaient besoin de faire leur grasse mat, et on est allé à Notre-Dame de Nukuiva, qui est une église en pierre volcanique un peu rouge, tu vois. C'est assez étonnant aussi comme architecture, c'est assez sympa. Et puis on est allé s'asseoir sur les bancs, et alors là, ouf, t'assistes à une messe de fou, quoi. Enfin, ils sont déchaînés, ils chantent super bien, c'est hyper vivant, c'est très beau en plus. Enfin, c'est vraiment des jolis chœurs, tout le monde s'y met. Ils ont tous le t-shirt à l'effigie de la paroisse. C'est génial, ils projettent, en fait, c'est super bien fait, ils projettent avec un vidéoprojecteur sur le plafond de l'église les paroles des chants. Donc tu peux suivre en plus, tu chantes en marquisien en fait. Donc c'est génial en fait, tu suis avec eux. Et ça, c'est un moment très fort. On est catholique, tu vois, de culture, mais on n'est pas particulièrement pratiquant. Mais là, je me suis dit, mais ça donne envie d'aller à la messe tous les dimanches, quoi. Franchement, c'était génial. C'est pas la même ici. Non, ah non, rien à voir. Non, non, mais rien à voir. Si tu veux, il y a une ferveur qui est tellement générale, locale, avec des gens qui ont le sourire jusqu'aux oreilles et qui sont tellement contents de chanter et de se retrouver. Tu dis, ah bah ouais, mais ça fédère quand même. Vraiment, ouais, c'était magnifique. Vraiment magnifique. D'ailleurs, j'ai enregistré plein de petits extraits sur mon téléphone des chants que j'ai utilisés pour me faire mes montages vidéo et mes montages photos après, tellement c'était magnifique. Je me suis dit, mais c'est superbe. Donc là, on a vraiment passé un bon moment. Et tu vois, même mon dame qui est pas du tout branché messe, il a vraiment bien aimé. Donc ça, c'était super. Ça, c'était le dimanche matin. Et puis l'après-midi, Pierre avait une plongée prévue, parce que Pierre plonge, donc il s'est un peu fait plaisir en Polynésie. Et nous, il fallait qu'on se trouve une petite occupation pour le dimanche après-midi. Et là, j'ai trouvé un truc qui a emballé tout le monde. On a fait un atelier sculpture sur bois. Dans la location, en fait, il y avait un prospectus pour un sculpteur qui s'appelle Étienne Tamari, qui est une entité de Nukuiva et de toutes les Marquises, en fait, qui est un monsieur qui a, je pense, une 60aine d'années, qui est donc un sculpteur très célèbre de l'île, et il organise des ateliers pour les familles, enfin pour qui veut. Alors c'est très artisanal aussi, hein, c'est-à-dire que tu chopes son numéro de téléphone, tu l'appelles la veille au soir, oui, ouais, je pense que je suis dispo. Enfin, tu vois, t'es pas sûr, mais t'es sûr, tu sais pas, bon, si, il veut bien finalement, tu vois, bon voilà, c'est assez rigolo, et tu te retrouves chez lui le dimanche après, mais on a passé une après-midi géniale, où il nous a initiés à la sculpture sur bois, donc c'est du bois de rose, qui est le bois célèbre des Marquises. On a utilisé des gouges et on a fait des motifs marquisiens. Et donc, on a eu une vraie initiation aussi à ce que c'est que la culture marquisienne, avec le motif marquisien, la signification de chaque motif. Et tout ça dans la longueur du dimanche après-midi, avec la radio, les chants marquisiens à la radio, les coqs autour de nous, les chiens, la belle-fille, le petit-fils, tout le monde passe. Enfin, c'était super. Vraiment, on a passé un super moment avec un monsieur qui a le cœur sur la main, qui était d'une patience dingue avec Zoé, parce que notre dernière a un petit trouble de l'attention, et donc se concentrer sur ce genre de travaux, c'est difficile pour elle. Il l'a pas lâché. Il lui a inculqué des valeurs du genre, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout, on finit, on n'abandonne pas le bateau. Enfin, c'était super. Vraiment, on a passé une super journée. Les garçons qui étaient avec moi, tu vois, des ados, pas toujours facile non plus de se dire est-ce que ça va leur plaire. Ils ont adoré aussi. C'était top. Un peu cher, mais comme toutes les activités aux Marquises, c'est très cher, voilà. Mais on n'a pas regretté du tout, parce que vraiment, on a passé un super moment. Eh ben tant mieux. Eh ben on continue. Ben ça, c'était la journée du dimanche, hein, et donc on a redéposé les enfants, et avec Pierre, on a fini au coucher de soleil. Le soleil était couché, on est allé sur le port de pêche. Grosse évidemment activité de pêche pour les Marquisiens. Ils vivent de la culture et de la pêche. Et donc il y avait un retour de bateau avec 2 pêcheurs qui avaient pris des thons énormes. Et c'est un spectacle génial de les voir débarquer les thons, les couper directement sur le quai. Et t'as des petits gamins qui sont autour, qui sont complètement excités. Et pourquoi ils sont excités? Parce qu'en fait, les pêcheurs jettent les viscères à la mer. Et là, t'as 10 requins énormes, des bulldogs, qui arrivent pour la fête, quoi. Et donc, ils se disputent les viscères, et donc tu as des coups de queue, des ailerons et tout, et t'as les tout petits enfants, là, qui sont comme 3 pommes de 3 ans, les enfants des pêcheurs, en fait, qui savent que papa revient de la pêche, et qui sont, mais fous, comme des fous, en fait, de voir les requins, et la bataille des requins et tout. Et donc, rien que ça, c'était quand même un spectacle culturel aussi, tu vois, tu te rends compte que, bah voilà,
le retour de pêche, c'est un moment qui plaît encore aujourd'hui en 2024 aux enfants de l'île. Tout le monde y va, pèse avec les pêcheurs ce qui a été trouvé. Les gens viennent acheter, du coup, tu vois, il est 18h30, il fait nuit, mais c'est pas grave, on a du thon super frais. Tu manges du thon tout le temps super bon. Pas cher, pour le coup, là, c'est pas cher du tout, le thon aux Marquises. Et c'était super, quoi. Enfin, c'était un bon moment aussi avec la population locale. Comment tu savais qu'il y avait ce retour de pêche? Bah, bonne question. Je crois que j'avais dû le lire. Tu vois, dans un guide, ils avaient dû dire si vous pouvez aller sur les quais, guetter s'il y a un retour de pêche, parce que c'est sympa à voir si jamais la pêche a été bonne et tout. Puis du coup, on a parlé avec les pêcheurs. C'était rigolo. Et les enfants n'ont pas eu envie de venir? Ils savaient pas ce qu'on allait y trouver, je pense. Donc, tu vois, ils nous ont dit non, on préfère rentrer et tout. Et on leur a dit, vous avez raté un sacré bon moment. Et ben voilà, ils avaient qu'à venir. Ah ouais, ils peuvent pas tout voir. Ils avaient qu'à être curieux et suivre. Ouais. Nous, c'est pareil, hein, parfois ils veulent pas venir, bah tant pis pour vous. Nous, on va quand même profiter. Bah ouais, c'est ça. Puis je pense qu'ils avaient déjà bien donné sur leur atelier sculpture, Ouais, tu vois, c'est ils ça. avaient envie de retrouver leur petite tranquillité du soir. Et puis je pense qu'ils imaginaient pas qu'à la nuit tombée, il y avait encore des choses à voir en fait. Et le lendemain, vous faites quoi? Alors le lendemain, grande journée. Et là, gros coup de cœur de toute la famille, la rando à cheval. C'est-à-dire que comme Nukuiva, il y a des chevaux partout. Alors il y a des chevaux partout, mais il n'y a pas tant de rando à cheval que ça. Bah s'ils sont en liberté. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont en liberté. C'est pas spécialement un animal domestiqué pour leur utilisation de tous les jours. Et donc, j'avais trouvé un guide qui s'appelle Noui, qui est de l'autre côté de l'île, en fait. Donc, on a fait tout un petit périple en voiture pour y accéder, avec Marie-Astrid qui nous a emmenés pour nous guider un peu. Et c'était super parce que du coup, sur toute la route, on a papoté avec elle de ce que c'est que la vie aux Marquises en 2025, de ce que c'est qu'aller découvrir le monde, de revenir aux Marquises, la vie des femmes. Elle nous a parlé de la vie des femmes dans les années 80, en fait, qui était encore très, très archaïque. Tu vois, 10 enfants par femme, pas de contraception, les grandes sœurs qui étaient toujours angoissées à l'idée de revenir sur l'île et de voir que maman avait encore eu un énième bébé parce que du coup, c'est un bébé à s'occuper pour les grandes sœurs. Enfin, c'était génial. Cette conversation était top parce qu'elle nous a vraiment éveillés à ce que c'était que les Marquises il y a peu de temps. C'est toujours très, très authentique aujourd'hui, mais tu te rends compte à quel point c'était encore très archaïque il y a peu de temps, en fait. Que tout n'était pas rose là-bas. L'éducation des enfants, les religieuses un peu sévères, je pense des endroits où on était à la limite de la maltraitance. Enfin, c'était intéressant, en fait, d'avoir son point de vue de marquisienne, voilà, et de voir que elle, sa propre maman, a eu des tonnes d'enfants et que pour elle, en tant que jeune fille, c'était pas facile à vivre ça. Elle nous disait, on voyait la couche accrochée quand on rentrait de l'internat. S'il y avait une nouvelle couche accrochée sur le fil à linge, on savait que c'était un bébé était né pendant notre année d'internat. Et à chaque fois, on se disait, c'est reparti, encore un petit, tu vois. Enfin, c'était pas vécu comme... Ouais, c'était pas une bonne nouvelle. Ouais. Non, ouais. Donc, c'était intéressant sur la condition des femmes d'entendre son point de vue. Toujours est-il que nous sommes arrivés à l'autre côté de l'île, dans le village de Atiéou, qui est très connu. Alors, très connu photographiquement, parce qu'en fait, la baie de Atiéou, quand tu tapes Atiéou sur Internet, tu tombes sur des photos de la plage et de la baie avec des pics derrière, superbe. Et on est parti de là pour notre rando à cheval. Alors, un peu chaud, moi, je trouve. On n'est pas des cavaliers. Mon père a toujours eu des chevaux, donc mes enfants, tout ça, ont déjà monté, si tu veux, mais on n'a pas fait des galopes des pas à cavaliers. tout va. Non, voilà. Heureusement, les chevaux marquisiens sont des petits chevaux, donc c'est pas très haut. Et heureusement, quand même, Noui avait pris ses cousins avec lui pour être nos guides, et ils nous tenaient à la longe, parce qu'en fait, le chemin est quand même carrément chaotique. C'est-à-dire que c'est superbe, mais tu es à flanc de petites falaises avec du chemin sinueux, tu montes, puis après tu redescends, penche-toi en avant, penche-toi en arrière. Et là, t'es là, j'espère qu'il va pas poser le pied dans le vide. Enfin, tu vois, franchement, c'était chaud. Et donc, je comprenais mieux pourquoi il avait mis un de ses jeunes cousins à chaque cheval, en fait, et qui tenait à la longe, et eux étaient côté vide, tu vois, pour être sûr que le cheval y aille pas. Et donc, petite sensation forte pour moi, en tout cas. Moi, les garçons ont adoré, Zoé a adoré, Pierre aussi. Pierre, lui, a été cavalier plus jeune quand il était enfant. Eux, ils ont pas eu peur du tout, mais moi, j'étais pas hyper tranquille. Mais par contre, paysage de fou. Tu montes dans les falaises, tu redescends, tu vas sur les plages, pique-nique sur la plage au retour, tu te baignes. C'était super. Donc ça, très chouette. Par contre, faut savoir, les marquises, j'en ai pas parlé, mais il y a un petit problème aux marquises, c'est les nonos. Les nonos, c'est les petites mouches de sable qui piquent, et c'est quand même assez spécifique des marquises, et t'as des plages attitrées où c'est réputé pour les nonos. Et là, ils nous l'avaient dit, les endroits où on va aller, il peut y avoir du nono. Donc c'est pantalon long indispensable, chaussures de marche, t-shirt manche longue, pour éviter au maximum de se faire piquer. Et on a eu de la chance, il y avait pas mal de vent le jour où on l'a fait, donc il y avait pas de, enfin, on n'a pas été piqué. Ça peut être un désagrément assez pénible aux marquises. Voilà, donc cette rando, ça a été vraiment le coup de cœur familial. Tout le monde nous a dit, c'était super. Enfin, ils ont vraiment adoré. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre alors? Et bien après, on a profité du village de Atiéou. Il y a une petite église absolument mignonne. Enfin, moi, j'adore, très croquignolette, comme je dis. Enfin, c'est super chouette. C'est vraiment l'ambiance des marquises. Tu vois, la paix, la sérénité, de l'herbe verte, la petite église, les montagnes derrière, les coques autour. Enfin, voilà. Et puis après, on a repris la voiture et on est allé dans une baie qui s'appelle Aakapa. Et là, ça, c'est mon grand coup de cœur à moi, parce qu'en fait, c'est une baie de bout du monde.
c'est-à-dire il y a plus de route. T'arrives dans une espèce d'immense cocoterie, tu vois, avec des immenses cocotiers partout, et les chevaux sont là, au milieu, et c'est vraiment au milieu coule une petite rivière qui descend à la mer, les cocos, les chevaux en liberté, un cheval à la longe qui s'en mêle dans sa longe, qui fait des cabris, et en fait c'est un spectacle, quoi. C'est-à-dire que moi je me suis assise sur un tronc de cocotier, alors faire gaffe de pas s'asseoir sous le cocotier, hein, toujours des risques de traumatisme, c'est une des premières causes de traumatisme crânien dans ces pays-là, et donc moi je suis restée 1 heure à contempler, en fait. Pour moi, j'ai dit cet endroit-là, c'est la quintessence de la poésie marquisienne. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pense que quand tu penses Marquise, moi j'avais ça en tête et je me suis retrouvée dans ce décor à me dire bah ouais, c'est ça que je venais chercher aux Marquises et je l'ai trouvé à cet endroit précis. Voilà. Basile a passé une demi-heure à essayer de débourrer une coco. Si on avait eu des cours de débourrage de coco et tout pour essayer d'ouvrir la coco. Alors c'était très drôle. Moi je regardais, j'étais assise sur mon tronc. Pierre faisait une sieste à côté de moi. Les deux autres, je sais plus ce qu'ils faisaient. Enfin, tu vois, dans l'herbe, tranquille. Et puis moi je regardais les chevaux et je regardais mon fils en train d'essayer de péniblement débourrer sa coco. Il a fini par y arriver, mais il a mis 30 minutes. Hein. Et il est allé au bout. Exactement. Et on s'est dit, il a réappliqué la leçon d'Étienne de la veille. C'était très bien. un moment gravé. Ouais, un moment suspendu. Enfin, vraiment, j'ai des photos qui sont pour moi mes photos phares de cet endroit. C'était magnifique. T'as oublié un truc sur Nukuiva? Ben oui, il y a tellement de choses à faire, en fait, tu vois, sur ces petites îles-là, que j'ai complètement oublié de te parler d'un endroit assez fabuleux qui s'appelle la cascade Vaipo. Cette cascade, on en entend parler parce qu'il y a une rando qui est très connue sur Nukuiva, qui est une rando qui est accessible que par la mer et qui part le long d'une faille. En fait, tu pars de la mer et tu suis une rivière et tu remontes une faille dans tout le relief géologique de Nukuiva sur 5 km et normalement, tu arrives dans le bassin de réception d'une cascade qui s'appelle la cascade Vaipo, qui est la plus haute cascade des Marquises puisqu'elle fait 350 mètres de haut. Cette rando, elle est célèbre parce que elle emprunte ce qu'on appelait la voie royale, c'est-à-dire qu'avant les rois des Marquises empruntaient ce chemin-là. Et dans les parois des falaises basaltiques qui sont tout autour, tu vois, c'est un peu comme si tu randonnais, je pense, au fond d'un grand canyon là. Il y a des sarcophages en fait en forme de pirogue qui datent d'avant la période coloniale et qui sont par contre interdits d'accès. C'est quand même des sites très protégés d'un point de vue archéologique. Mais en tout cas, c'est un site de rando assez connu et donc j'avais entendu parler de ça, sauf que j'avais aussi entendu parler que malheureusement, le bassin de réception de la cascade n'était pas accessible et qu'en fait, les gens disaient que la rando était magnifique, mais tu ne voyais à aucun moment la cascade. Et ça me frustrait un peu de me dire, je vais faire une belle rando, certes, mais pour pas voir cette cascade, ça m'embêtait. Donc j'avais un peu fouillé et puis j'étais tombée une fois par hasard sur une photo du sommet de la cascade que après je n'ai plus jamais retrouvée. Quand j'ai fouillé mes recherches, je ne la retrouvais plus. Et par hasard, quand on arrive dans le meublé à Nukuiva, il y avait des petits documents, tu vois, sur les petites choses touristiques à faire dans le secteur. Et voilà que je trouve un guide qui s'appelle Kevin et qui propose d'aller au sommet de la cascade Vaipo. Et voilà, moi qui aime bien, tu vois, de temps en temps faire un petit truc que les autres font pas. Donc ça, c'était super motivant. C'était beaucoup moins cher que la rando, parce que la rando, c'est un accès par la mer, tu vois, donc faut prendre un bateau pour t'emmener à l'entrée de la rando, et ça dure toute la journée. Là, moi, c'était juste la matinée. Et c'était super, parce qu'en fait, il te prend en 4x4, t'as une trentaine de minutes déjà, enfin, tu gagnes le plateau, en fait, de Tohovi. Tu fais 30 minutes dans la forêt de Pinus, c'est des chemins pas carrossables du tout, quoi. Il faut vraiment le 4x4, c'est assez boueux, c'est assez rigolo. T'es dans la benne, hein, t'es derrière dans la benne, c'est sympa, les enfants ont adoré. Et puis, t'as les chevaux sauvages là qui s'en vont devant toi, qui galopent devant le 4x4. Enfin, c'est assez sympa aussi cet épisode-là. Et puis au bout de 30 minutes, t'arrives au début de la rando et là, t'as 30 minutes de rando à travers les fougères sur des coteaux en fait. C'est assez beau et tu finis par arriver au sommet de la cascade dans des petits bassins et t'as une vue vertigineuse. Tu te penches et t'as les 350 mètres de vide devant toi. C'est vraiment très 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 beau. Alors un peu vertigineux. Mon mari qui a le vertige, il peut pas s'approcher trop, mais c'était absolument splendide. T'as vraiment vu sur tous les reliefs basaltiques de la vallée justement de Aakawi, elle s'appelle. Tu vois l'océan au fond, t'as les oiseaux qui planent devant toi, et puis t'as le bruit de la cascade là. Et c'était fantastique. Donc je pense que si des gens sont intéressés pour aller explorer quelques endroits à Nukuiva, ça c'est vraiment, je pense, une petite chose à faire. Et c'est assez facile parce que tu vois, en 1 heure t'y es, dont 30 minutes de marche, certes dans de la fougère un peu haute, mais il y a rien de très très compliqué. Donc c'est assez accessible. Ah bah ça aurait été dommage de s'en passer quand même de cette information. Ben oui, je trouve que c'était vraiment un bel endroit. Et en plus, il te fait le guide, il te fait un plateau de fruits, tu vois, une fois que t'es arrivé sur les bassins de la cascade, là, tu fais tes poses photos trop sympas. Et en plus, il te coupe des fruits frais là devant toi, il te fait un superbe plateau. Donc tu te fais un petit pique-nique à base de fruits avant de repartir, c'est très chouette. Bon, il a fallu à un moment donné s'en aller. Ben oui, évidemment, il a fallu s'en aller. Alors, il y a eu plein d'autres petits villages, tout ça, mais c'était vraiment les grands moments phares de Nukuiva, c'était ça. Et puis après, on est arrivé à Ivawa, donc la dernière île.
Ivaoa, c'est la plus connue, c'est une île plus au sud et c'est celle de Brel et Gauguin. Donc en fait, si tu veux, c'est là où s'arrêtent les paquebots de croisière et c'est là qu'a lieu le fameux bouquin de Bussy, c'est sur Ivaoa. Justement, les gens qui m'avaient conseillé d'aller à Wapo m'avaient dit non, on va pas à Ivaoa, le mana est pas le même. J'arrivais pas à percevoir ce qui déplaisait à certains gens du cru par rapport à Ivaoa, comme s'il y avait, je sais pas, quelque chose de moins authentique sur Ivaoa, peut-être lié justement au tourisme, etc. Et donc, j'avais peur d'être un peu déçue, tu vois, après Nukuiva et Wapo. Bah, sincèrement, pas déçue du tout. Alors, est-ce qu'on a eu de la chance? J'en sais rien, mais nous, on était aussi tout seuls à Ivaoa. Donc, j'ai pas du tout perçu de tourisme là-bas. Certes, on n'y a été que 2 jours, hein, donc on n'est pas resté très longtemps, mais non, vraiment. Et là, Ivaoa, quand tu débarques dessus, c'est encore une autre sensation. La sensation de sauvage n'est pas la même que sur les 2 premières. Pour moi, c'est quelque chose qui est plus polynésien. C'est-à-dire que j'ai retrouvé sur Ivaoa une sensation plus douce. Tu vois, c'est des reliefs qui m'ont semblé plus doux, une sensation plus douce que ce qu'il y avait de farouche et de brut sur les 2 autres. Des fleurs exubérantes partout, donc un paysage très très joli quand même. Et puis ce contexte en fait avec la demeure éternelle de Gauguin et Brel qui rend les choses très poétiques aussi. Voilà, donc là on avait une loc, là ça a été la loc coup de cœur de mon mari. J'avais trouvé un très bon plan Airbnb d'un Français qui est marié avec une Marquisienne, qui a construit là-bas une super chouette maison sur les collines de la baie. Et comme il y va que 3 semaines par an, bah, le reste du temps il loue en Airbnb pour rentabiliser son investissement. Et elle est super, c'est une super chouette maison, pas très chère du tout par rapport à ce que c'était magnifique. Et donc là mes enfants ont beaucoup profité de la maison. Parce qu'ils ont beaucoup aimé la maison. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu beaucoup sortir. Voilà, ils ont beaucoup voulu y rester. C'était la fin du voyage sur la Polynésie et après on va embrayer sur 15 jours intenses sur Hawaï. Donc je pense qu'ils ont voulu profiter de l'endroit. Et donc on a fait avec eux, mais on a aussi fait tout seul en amoureux Ivaoa. Le centre culturel qui s'appelle Toa Papa Nui, qui est le centre culturel de Gauguin et de Brel. Donc en fait c'est l'endroit où vivait Gauguin, la maison du Jouir. Alors, ce qui est super chouette, c'est qu'on l'a visité en toute fin de journée sur les derniers 3/4 d'heure avant que le centre ferme. Ça tout ferme très tôt, hein, aux Marquises, genre, je crois que c'était 16h ou 17h, c'est fermé, hein, donc faut pas se faire avoir par ça, faut faire attention. Mais du coup, on était tout seul aussi dans ce site. Donc, c'était super chouette, des reproductions des tableaux de Gauguin, enfin, tu replonges dans cette ambiance-là. Tu te dis, enfin là, j'ai montré ça aux enfants. Ça, aux enfants, on a évidemment voulu qu'ils soient là. On leur a dit, voyez les tableaux que vous voyez là, c'est pas les originaux. Les originaux, ils sont au Met à New York, ils sont à Amsterdam, ils sont à Paris, au Louvre. Enfin, tu vois, on leur a expliqué que là, ce qu'ils étaient en train de voir, c'était l'endroit de naissance de tableaux qui valaient des millions d'euros aujourd'hui, répartis dans le monde. C'était ce contraste, qui est quand même très très étonnant. C'est-à-dire, t'es au bout du monde dans un endroit complètement paumé. Et en fait, l'artiste qui a créé ça, aujourd'hui, il est reconnu dans le monde entier. Ouais. Donc ça, c'était sympa. Et puis Brel, c'est chouette aussi. En fait, j'avais pas du tout de connaissances moi sur la fin de vie de Brel aux Marquises. Je savais qu'il était mort là-bas, mais tu vois, j'avais pas de détails sur ses dernières années de vie là. Et on a compris que c'était un mécène là-bas, quelqu'un qui était hyper reconnu, hyper généreux, qui avec son petit avion privé, il a emmené les enfants se faire soigner à l'hôpital sur Tahiti. Enfin, il était très reconnu pour sa générosité sur place. C'était un gars très très apprécié des Marquisiens. Et donc, on voit son avion, on voit sa vie. Tu tournicotes autour de l'avion et t'as la musique de Brel autour de toi qui est projetée dans le hangar. Enfin, voilà, tout ça contribue à la douceur de l'île. Et puis, bien sûr, on est allé voir leur tombe dans le cimetière de Hatunoa, là, le village principal. Et là, c'est pareil, tout seul, encore. Tu te dis, voilà, je suis sur la tombe de 2 gens extrêmement célèbres et on est tout seul. Et c'est pas le Père Lachaise, quoi. Ah ben non. Tu vois. Oui, c'est bien en même temps. Ah, c'était super. On est retourné 2 fois dans ce cimetière parce que c'est pareil, tu ressens quelque chose quand tu es sur la tombe de Brel et la tombe de Gauguin et qui sont à quelques mètres d'intervalle, qui regardent la baie, là, qui regardent la mer et l'éternité. Et tu te dis, voilà, ils sont là pour l'éternité. Eux, ils ont trouvé je pense, un endroit sympa pour finir leur vie. Est-ce que vous avez quand même fait, je sais pas, des balades Ouais, on a sillonné en voiture avec Pierre. Du coup, on est sur le 2e après-midi. On a sillonné l'île complètement en voiture. Moi, je voulais vraiment pas quitter cette île sans avoir vu un peu. D'autant qu'il y a je crois que c'était au sud de l'île, un site archéologique très célèbre, en fait, restauré dans les années 90, qui s'appelle Puamao. Enfin, le site, il s'appelle Iipona, mais le village, c'est Puamao. Alors là, pareil, un site du bout du monde. Alors, ce qui est extra aux Marquises partout, c'est que à chaque fois que tu cherches des sites archéologiques, ils sont pas si bien indiqués que ça. Faut fouiller. Et du coup, ça a des petites aires de chasse au trésor. Et donc, c'était top parce qu'on a fait notre chasse au trésor. On a fini par trouver le site. On était tout seul dessus, couché de soleil, accueillis par un troupeau de cochons qui ont fait la visite avec nous. Du coup, tu lis tes trucs avec ton guide pour essayer de comprendre ce que tu vois. Et puis, il y a des tikis cachés aux Marquises un peu partout, mais particulièrement à Ivaoa. Et donc, c'était chouette. On a été voir, ça, on l'avait vu avec Zoé, le tiki souriant, une célébrité absolue de l'île.
Mais même si c'est une célébrité absolue de l'île, c'est hyper dur à trouver en fait. Ton guide, il te dit bah voilà, sur telle route qui va de tel endroit à tel endroit, t'as un manguier. Sur la droite, tu vas voir un manguier. Au manguier, tu vois un petit chemin qui part dans l'herbe. Tu prends ça mais à aucun moment c'est écrit Tiki souriant, tu vois. Donc c'est super en fait parce que du coup tu te dis bah ouais en fait non, je croyais que cette île ne serait pas authentique, mais elle l'est complètement en fait. Et donc, on a fouillé dans la forêt, on a trouvé le tiki souriant. Et puis après, sur l'autre site de Puamao, là, il y avait le tiki penseur. Donc, il y a un tiki en mode comme un penseur sculpté, qui est une énigme absolue pour tous les archéologues, parce que pour l'instant, les gens n'ont pas compris quel était le sens de cette position qui est unique, j'ai compris, moi, en termes de sculpture marquisienne. Et bah, le tiki penseur, je peux te dire que lui, là, c'était vraiment Koh-Lanta, quoi. On l'a cherché, enfin, il est indiqué nulle part, on a été dans la jungle. Pierre voulait abandonner, moi j'ai dit non, on n'abandonne pas, moi je trouve ce tiki penseur et tout. Voilà, c'est ça, exactement. Étienne était derrière moi. Et donc, j'ai fini par le trouver. Et j'ai hurlé, Pierre, je l'ai trouvé. Voilà, il était au milieu d'une espèce de, je sais pas te dire, une pseudo-clairière recouverte de feuilles mortes partout. Enfin, il est pas du tout mis en valeur, en fait. C'est dingue. Ouais, bah, si t'as le temps, ça va. Mais si tu dois faire d'autres choses et que... Ah bah t'abandonnes vite. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont jamais trouvé, qui sont partis, quoi. Donc j'étais assez fière de trouver ce tiki penseur. Voilà. Non mais c'était rigolo parce que voilà, ça donne vraiment un charme supplémentaire aux visites des sites parce qu'en fait ça se mérite, quoi. Tu te dis bah ouais, les Marquisiens ont fait le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est entretenu sans être complètement entretenu et donc c'est assez entretenu pour que tu vois des trucs mais pas suffisamment pour il y en a qu'il faut vraiment fouiller, des ptéroglyphes sur les pierres, il faut enlever la mousse, enfin tu vois, il faut vraiment aller chercher, quoi. Et donc ça te donne des âmes d'archéologue vraiment chouettes culturellement à vivre. Et après, c'était la fin et il fallait se préparer pour aller... Il fallait se préparer. à Hawaï. Oh, quel dommage, Oh fallait aller mince. à Hawaï. C'est vraiment il y en a plein des endroits, enfin plein. Non, il y en a plus tant que ça, des endroits où vraiment, tu sais que ça existe, mais tu sais pas à quoi ça ressemble et encore une fois, tu viens de nous le dire, faut pas s'attendre à voir, les îles de la Société aux Marquises. C'est vraiment des îles du bout du monde, quoi. Elles jouent bien leur rôle. Complètement. Et puis géographiquement, elles sont tellement isolées du reste que bah tu vis ça tout de suite. Et puis tu sens que le quotidien des gens qui vivent là-bas est marqué par cette solitude. Ils en souffrent un peu. Hein. Enfin, tu sens qu'ils sont contents de voir arriver des touristes. En fait, quand même, ça leur fait plaisir. D'abord, on leur amène de l'argent qui aide à vivre, hein, évidemment. Mais ouais, tu sens qu'il y a une ouverture. Ils ont envie de savoir ce que c'est que le monde. Et Marie Astrid, elle nous disait, moi, j'invite mes enfants à aller découvrir ailleurs pour se rendre compte de la préciosité de là où on est. Et elle dit, je pense que c'est vraiment très important qu'ils aillent ailleurs, qu'ils partent en métropole, qu'ils fassent un peu leur découverte de métropole ou des États-Unis ou peu importe, enfin, tu vois ce qu'il y a autour d'eux. Parce qu'elle dit, je pense que tu en reviens après gonflé de fierté de là où t'es. Et puis tu te rends compte à quel point l'endroit où tu vis est encore très très préservé, très précieux, qu'il faut le conserver, quoi. Et donc il y a vraiment ce renouveau de la culture marquisienne avec cette volonté farouche de vouloir remettre en place la tradition qui est de redevenue très forte très récemment et ça compte beaucoup pour eux, ouais. Bon, on va passer au guide pratique. Même si, c'était pas votre première étape ni la dernière, tu vas essayer de nous donner quelques indications. Combien d'heures d'avion? Quel décalage? Je pense que tu peux pas faire plus. Écoute, si je me trompe pas trop, je pense que c'est quoi, une grosse vingtaine d'heures d'avion rien que pour arriver sur Tahiti, incluant l'escale classique à San Francisco là ou Los Angeles. Et après, je crois qu'on a mis 3 heures encore d'avion pour faire Tahiti-Nuku'iva. Puis après, si tu restes pas à Nuku'iva, mais que tu vas à Ivaoa ou à Wapo, etc., à chaque fois, tu en as pour 30 à 45 minutes de vol sur chaque session. Donc, ouais, enfin, en gros, il faut que tu te poses une nuit à Tahiti. Quoi qu'il arrive, tu n'auras jamais ta connexion, évidemment, parce que t'as pas des... Voilà, donc il faut te poser à Tahiti et puis après, tu pars sur les Marquises. Décalage horaire? Plus 12, il me semble bien. Est-ce qu'il y a des formalités pour aller en Polynésie? Oui, alors faire très attention à l'ESTA, puisque vous allez passer par une escale américaine. J'ai à ce propos une petite anecdote à raconter qui n'est pas à moi, mais quand même qui vaut la peine d'être racontée parce que ça m'a déchiré le cœur. J'ai une copine qui devait aller en Polynésie l'année dernière Aïe, aïe, aïe. avec ses 4 grandes filles qui sont toutes adultes maintenant et des jeunes étudiantes, si tu veux. Et donc, tout était booké. Ils devaient faire une croisière en Polynésie pendant, je sais plus, 15 jours, je crois, ou quelque chose comme ça. Au moment de réserver l'ESTA, son mari, tout honnête qu'il est, coche qu'ils sont déjà allés à Cuba. Oh là 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 là. Le truc à ne pas faire. Puisqu'en fait, à partir du moment où tu coches ça, tu ne peux plus obtenir l'ESTA en ligne. Tu dois obtenir un ESTA via ambassade. Et donc un rendez-vous. Et en fait, ils n'étaient plus dans les délais. Donc, ils n'ont jamais pu obtenir leur ESTA. Ils s'y sont pris trop tard, si tu veux, globalement, pour leur ESTA. En gros, ils s'y sont pris, je pense, 15 jours avant, en se disant, mais c'est bon, l'ESTA, on a le temps. Enfin, on sait que c'est très rapide à obtenir, pas de souci. Ils n'ont pas pu partir en Polynésie. Donc, leurs filles sont parties sans eux. Mais tu vois, cette info sur Cuba, je l'avais pas, parce que je suis allée à Cuba, je suis allée en Polynésie, je suis passée par Los Angeles. Tu n'as pas coché? Non, mais je me souviens surtout pas de la question.
Eh ben ouais. Eh ben lui, il a voulu faire le truc trop bien. Ne cochez pas que vous êtes allé à Cuba, ou alors remplissez votre ESTA très longtemps à l'avance pour pas vous faire avoir par un rendez-vous d'ambassade si vous voulez être parfaitement dans les clous, quoi. Voilà. Donc la seule formalité administrative, c'est le passeport valable, mais faire très attention à cette problématique qu'on passe par les États-Unis. Des vaccins, des trucs à prévoir côté santé? Non, pour le coup, c'est très safe, la Polynésie. Il n'y a pas de maladies embêtantes là-bas. Des conseils d'hygiène quand même, parce que bon, il y a l'eau, hein, il y a tout ça, enfin, l'eau est propre, il n'y a pas de problème. Mais après, tu randonnes, tu fais attention à ton lavage de mains, enfin, les conditions classiques d'hygiène. Tu vas pas boire l'eau des rivières, et puis voilà, quoi. Mais non, c'est très safe. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand tu vas en Polynésie et à fortiori aux Marquises? Je te dirais, si tu vas aux Marquises, t'oublies pas tes chaussures de rando. Si tu vas en Polynésie, t'oublies pas tes palmes et ton masque et ton tuba, bien sûr. Mais les chaussures de rando, très important en Polynésie, parce que nous, on s'est autant éclaté en montagne polynésienne que dans les lagons, en fait. L'activité à faire absolument avec les enfants? Eh ben, j'hésite entre l'atelier sculpture, qui pour moi a été un moment extraordinaire, dans le sens où c'est différent c'est pas de l'activité de pleine nature, mais j'ai trouvé que ça m'a permis de rentrer en contact très sincèrement avec les Marquisiens. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et les enfants vont te dire, ils ont adoré l'atelier sculpture. Je leur ai demandé ce midi leur coup de cœur, tu vois, pour faire un point. Ils oscillaient entre l'atelier sculpture et la rando à cheval. Côté sécurité, il n'y a pas de sujet? Non, franchement, t'es safe partout. Alors, après notre épisode japonais, je deviens très prudente. Mais non, sincèrement, les gens sont honnêtes, il n'y a pas de souci. Les hébergements préférés, tu as parlé du tien et de celui de Pierre. Est-ce que les enfants ont particulièrement aimé, Ah oui, ils ont particulièrement aimé le dernier. C'est une petite maison très mignonne, avec du confort, en fait, ce qui était pas le cas partout en Polynésie. On a fait des choses, des fois, un petit peu beaucoup plus roots. Donc ça, ils ont vraiment apprécié. Puis avec une vue de fou sur la baie, les collines. Non, c'était très, très joli. Des spécialités culinaires à manger? On s'est fait manger, nous, toutes seules, tout le temps, en fait, par souci économique, en fait. Non, les pamplemousses, en fait, vraiment. Aux Marquises, particulièrement, les pamplemousses sont absolument incontournables. Et je te dis, ça a été nos pique-niques. On s'est fait des pique-niques de pamplemousses, quoi. On se faisait un petit bout de pain. Surtout que les épiceries sont plutôt peu achalandées. Oui, on peut dire ça. Hein, c'est-à-dire que les magasins sont quand même assez basiques. Il y a un magasin, on a fini par trouver un espèce de petit magasin bien achalandé sur l'île principale à Nukuiva. Mais sinon, c'est vraiment des tout petits magasins avec 2 étagères et tu dis, ah, ok, il y a 3 boîtes de conserve. Qu'est-ce que je vais faire comme à manger? Faut trouver des idées, tu vois, il faut être un peu inventif. Donc le pamplemousse te sauve la mise. Ouais, vraiment super. Pas de poisson au lait de coco, aux Marquises? Pas spécialement, j'ai pas souvenir qu'on ait été marqué par ça. Alors je pense qu'il y a du cochon, tu peux manger du cochon, des choses comme ça. Il y a quelques pâtisseries, il y a des gâteaux, ils appellent ça le gâteau qui pleure. Voilà, une espèce de gâteau fait que tu peux acheter dans les épiceries. Après, je te dis, on n'a pas fait vraiment de resto sur place, donc on a fait un petit resto quand même une fois en amoureux pour fêter notre anniversaire de mariage. Et oui, là, il y avait des jolies petites spécialités de fruits de mer avec du lait de coco. Ah non, Pierre a mangé de la chèvre. Oui, ça y est, je me rappelle. En fait, c'est la chèvre, la spécialité. Chèvre au lait de coco, c'était ça leur spécialité. Côté budget, on s'attend à quoi? Ah, bonne question, parce que nous, c'est tout a été cumulé dans le budget global des 2 mois de voyage en Polynésie, tu vois, donc comment savoir? Pour te dire, le billet entre Tahiti et le pass complet pour faire les Marquises, je pense qu'on était quand même à 400 par personne, rien que ça, donc ça, c'était quand même déjà très cher, parce qu'en fait, finalement, tu vois, c'est qu'à 1400 kilomètres de Tahiti, mais n'empêche, c'est ça. Ensuite, sur place, nous, on a eu quand même des très bons plans de location, 2 locations sur 3. On était un endroit à Wapou, on était en pension. Là, les pensions sont très chères, mais comme partout en Polynésie. Donc, quand je dis très cher, je pense qu'on est à entre 300 et 400 la nuit pour 5, tout compris, incluant tous les repas. C'est beaucoup plus cher que sur les îles de la Société ou Rangiroa. Hein. Ouais, mais c'est les tarifs pension de la Polynésie. Dès que t'es ailleurs que sur Tahiti, en fait, on est sur ça. Voilà. Et particulièrement au Marquis, c'est encore plus cher, parce que t'es encore plus loin, t'es encore plus isolé, voilà. Et puis c'était une pension avec piscine, c'est la seule. Donc c'est vrai que bon, il y avait ce petit côté sympa, elle était jolie. Voilà, mais par contre, on a dormi pour 78 € la nuit à Nukuiva et pour 130 € la nuit pour 5 à Ivawa, ce qui était des prix qui défiaient toute concurrence par rapport à ce qu'il y a sur place. Et côté nourriture, puisque vous avez fait beaucoup vos repas, quand tu trouvais de quoi manger? Oui, voilà. Non, là, franchement, on n'a pas dépensé grand-chose au niveau nourriture parce qu'on a fait nos pique-niques tout seul. C'était très, très abordable de ce côté-là. Après, enfin, si tu veux, la nourriture est chère, comme quand tu vas dans un supermarché au bout du monde. Quand tu cuisines toi-même, t'en as vraiment pas pour cher au final. Les petites dernières questions, une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Bon, tu nous en as déjà raconté quelques-uns, hein, ou quelques-unes, mais est-ce que tu en as une autre? On s'est retrouvés piégés sous la neige à 3200 mètres d'altitude au Kirghizistan, en plein mois d'août.
où en fait on est arrivé au bord d'un lac d'altitude pour faire du camping sous une tente, et puis en fait il y a une tempête de neige qui s'est déclenchée en pleine nuit avec 1 mètre de neige qui est tombé en 45 minutes, je pense, et on s'est retrouvés ensevelis, et avec la tente qui s'effondre, on a dû finir dans le 4x4. Notre guide était hyper serein dans une petite tente canadienne où il s'est retrouvé en sarcophage, enseveli sous la neige toute la nuit sans que ça lui pose aucun problème. La grande différence entre la culture kirghize et la nôtre. Et moi, j'ai cru mourir cette nuit-là, en fait. On a fini dans le 4x4, on s'est retrouvés ensevelis, la neige recouvrait tout. Je me suis dit, on va mourir sous la neige étouffée, on n'arrivera jamais à retrouver nos enfants. Mais une sacrée expérience, parce qu'après, il a fallu redescendre le lendemain matin avec un jailou. La jailou, c'est les grandes étendues kirghizes splendides qui étaient 1 mètre de neige partout. Et pour redescendre un véhicule 4x4 qui n'avait pas de pneus neige dans ce genre d'endroit, ce fut encore une grande, grande épopée. Et il a fallu finir à pied, tout seul, à suivre les pas des chevaux qui t'emmènent sans le savoir vers le village, traverser des rivières accrues à cheval avec un berger de 11 ans, un berger qui nous a bien fait traverser à cheval, qui a compris qu'on était coincés, qui nous a proposé de nous monter à cheval. Tu traverses la rivière, t'as l'eau jusqu'aux cuisses du cheval. Enfin, c'est un truc de fou. Votre prochaine destination en famille? Eh bien, ça va être l'Autriche. Bientôt, là, aux vacances de février. Ouais, aux vacances de février, on va faire 5 jours en Autriche. On monte en voiture, donc c'est un petit voyage en soi. J'ai de la famille dans l'est de la France, à Besançon, donc on va en profiter pour se faire des petites pauses à l'aller et au retour par Besançon. Et on va aller découvrir ce que c'est que la luge en Autriche. Il paraît que c'est un truc extraordinaire, la luge en hiver là-bas, dans les sapins. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Eh ben, je te l'ai dit il y a 10 jours, il y avait pas longtemps, c'était excellent. Je t'avais dit que j'aimerais bien un fait sur le Kerala, et le lendemain il sortait. J'ai trouvé ça génial. Ouais, on est connectés, c'est pour ça. Ouais, c'est difficile parce qu'en fait, t'en as quand même énormément. Moi, j'ai très envie d'aller en Ouganda, et je sais que t'avais Marilyn, je crois, qui était passée par l'Ouganda, qui en avait un petit peu parlé, mais elle avait pas peut-être détaillé complètement le pays. Elle avait insisté sur l'accueil qui avait été formidable là-bas, mais on n'avait pas eu des détails, tu vois, sur les choses à y voir, quoi. C'est un pays entier. Ah bah oui, parce que c'était 4 ans en Afrique, c'était déjà long. Enfin, on a fait que 2 ou 3, je sais plus, sur le podcast, sur 2 épisodes, donc évidemment, c'était des survols de chacun des pays. Mais du coup, ça avait éveillé ma curiosité, et puis ouais. Écoute, on fera un appel à conversation. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Et bien, sur mon blog de récits de voyage, où je compile donc tous les récits, puisque j'écris pendant que je voyage, en fait. Il n'a pas vocation d'être un blog de bons plans ou de guide, hein, c'est pas ça, c'est vraiment je raconte, en fait, ce qu'on vit, voilà, les sensations, les émotions, la description des paysages, les rencontres, etc., avec beaucoup de photos, parce que j'adore la photo. Donc, c'est les tisonsontheroad.com. Les Tisons, c'est notre nom de famille. Et donc, voilà, les Tisons on the Road. Et puis, j'ai un compte Insta au même nom, où il y a quelques petits extraits de photos qui donnent envie, normalement, d'aller sur le blog derrière. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, Camille, encore une fois, pour un très beau carnet de voyage, cette fois-ci aux Marquises. Ben, merci à toi de m'avoir permis de replonger. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 6 mois, mais je me suis bien replongée dedans pour avoir les noms en tête, parce que oui, c'est pas facile. C'est un peu compliqué. Et c'était vraiment une parenthèse à part dans la Polynésie. Eh ben, merci encore et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. Si l'épisode vous a plu, si vous voulez partager un voyage ou découvrir une destination, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille et voyage avec un S, _blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.